Bonsoir tout le monde, moi c'est Pierre. Avant de commencer, je voudrais faire le remerciement de Reader, déjà pour commencer toute l'équipe du festival, et spécialement Elisabeth. Je voudrais remercier aussi Camille, alors elle n'est pas créditée sur le spectacle, mais c'est un peu le sien aussi. Je voulais remercier Franck Lepage, le créateur d'une conférence gesticulée, c'est un peu lui qui m'a tout expliqué sur comment ça fonctionne. Et puis, je voulais finir par remercier Damien Oudot, voilà, le dessinateur du réel. Alors, donc, moi, je suis ravi d'être ici. Je suis ravi d'être ici parce qu'il faut savoir, on ne se connaît pas, donc je me présente un petit peu, il faut savoir qu'il y a deux trucs que j'aime dans la vie, par-dessus tout. C'est la bande dessinée. J'adore la bande dessinée depuis que je suis tout petit. En lire, en faire, en parler. Et le deuxième truc que j'adore, c'est parler de moi. Ça c'est pareil, je pourrais parler de moi pendant des heures. Alors, être invité à parler de moi dans un festival de bande dessinée, quand j'ai reçu le mail, j'ai pas cru. Là, je me suis dit, ça y est, c'est Noël. Alors, je suis aussi content parce que, en fait, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à Cholet au mois d'août. Parce qu'au mois d'août, je me suis retrouvé aux urgences de Cholet. Au mois d'août, je m'occupais d'handicapés en fait, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vers le 15 août, il a fait très chaud. Et j'en ai une en fait qui a un peu chancelé. Et je voyais bien que c'était pas si grave que ça, mais à ce moment-là, je visitais une ferme pédagogique qui ne doit pas être très loin d'ici. Et donc elle a commencé à chanceler, moi je voulais juste la ramener au minibus, puis qu'on aille l'allonger au gîte. Manque de peau, il y a le responsable de la ferme pédagogique qui est arrivé, qui m'a regardé, qui a fait « Vous faites une connerie les gars, elle est en train de virer l'œil !» Genre bien énervé quoi. Alors moi je n'osais pas lui dire qu'il n'y avait rien de grave, c'était pas catastrophique, mais lui était vraiment très énervé. Je sentais bien que ce qui le gênait, c'est pas qu'elle fasse un malaise en fait, cette vacancière handicapée, c'est qu'elle fasse un malaise dans sa ferme pédagogique en fait. Et que ça puisse poser un problème, une mauvaise publicité, un truc comme ça. Ça va le son? C'est pas trop fort? Très bien. Donc du coup j'avais envie de dire non mais c'est pas grave quoi, mais t'es vraiment énervé, genre ça va mal se passer, regardez, elle vire de l'œil. Bon, moi quand même je me disais mais il a peut-être pas tort, finalement c'est peut-être plus grave que ce que j'imagine, je suis pas médecin après tout. Donc on appelle les pompiers. Et voilà, les pompiers, écoutez monsieur, on préfère l'emmener aux urgences de Cholet. Donc là, voilà, j'ai pensé à deux choses. La première, c'est que ça ferait une histoire à vous raconter, donc ça c'était cool. Et la deuxième, c'est que j'ai pensé à la série Urgence. La série Urgence, donc je suis pas plus fan que ça, quoi, mais j'ai vu quelques épisodes. Je crois que ça passait dimanche sur France 2 à l'époque. Et moi, enfin voilà. Dans cette série, bon, pour qu'on reste scotché à notre chaise, ça bouge quoi. Ça bouge dans tous les sens, ça court, les médecins courent dans un sens, les malades dans l'autre, genre ah j'ai perdu mon pouce, ou les médecins qui prononcent des mots super bizarres en marchant très vite, genre oui, donnez-lui 5 cc de Juvat, plastro, métamine, pour faire sérieux. Et je me souviens notamment d'un moment, dans un épisode, je sais plus lequel, où il y a des pompiers en fait qui ramène un brancard avec un gars allongé dessus, couvert de sang, mais vraiment couvert de sang avec une minerve, la grosse minerve, genre jamais explosé le cou, et des tubes partout en fait, dans tous les orifices possibles et imaginables. Et donc il l'amène comme ça, et il y a le médecin des urgences, je sais plus lequel c'est, Benton ou Carter, qui est comme ça sur le brancard qui avance, et qui est en train de faire « Je le perds !» Et là je me dis, elle va mourir. Ma vacancière, qui en fait n'a qu'une insolation de rien du tout, va mourir. Voilà, donc on arrive aux urgences, et là, bien sûr, qu'est-ce que je m'aperçois, c'est que les urgences, en fait, c'est pas du tout comme dans la série. Les urgences, c'est plutôt... Hein? Ça va, Béatrice, c'est la vacancière. Et au bout de 4 heures, un médecin me reçoit. Et bon, il me dit quand même, parce que j'avais fini par
remarqué une fois que je m'étais un peu calmé, c'est qu'elle va très bien, elle a eu un coup de chaud. Mais le médecin, quand même, doit avoir l'habitude, me dit appelez le foyer quand même. Il y a peut-être des trucs. Parce que moi j'avais le dossier de Béatrice, il y a peut-être des trucs que je dois savoir, c'est pas dans le dossier. J'appelle le foyer. Là j'ai une dame très charmante devant qui me fait ah Béatrice, un évanouissement. Oh mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Elle fait ça tout le temps. Je suis là avec le téléphone coincé, je dis ah bon. Puis je fouillais de son dossier. Alors je vois Béatrice aime bien la poterie, Béatrice a son caractère, Béatrice aime bien marcher dans la nature, mais rien sur Béatrice fait des évanouissements fréquents. Voilà. Et donc je vous raconte ça, d'abord pour Georges de Cholet, et puis aussi pour dire que ça résume bien en fait le travail, je trouve, le travail des handicapés en fait, c'est que on travaille de l'humain, on a plein de, comment dire, de responsabilités, mais finalement pas trop, voilà, pas trop de renseignements pour bosser avec. Voilà, je pourrais presque arrêter ma conférence aussi parce que c'est ça finalement l'idée que, excusez-moi, voilà, l'idée que je voulais vous transmettre de mon vécu, c'est que on se sent un peu tout seul en fait, un peu tout seul, avec nos vacanciers ou nos élèves. Parce qu'en fait, alors, je pense que vous le savez tous, dans ma vie, je ne fais pas que m'occuper de personnes adultes handicapées en vacances, je suis aussi AVS. Alors, est-ce que dans la salle, il y a encore des gens qui ne savent pas ce que veut dire AVS? Vous dites ça pour me faire plaisir en fait. Non mais j'ai tout prévu, hein. Si personne ne répond oui, il n'y a pas de souci, je continue pareil. Non. Donc, alors est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que ça veut dire? Alors, AVS, ça veut dire... Ah, assistant à ma droite, auxiliaire à ma gauche. Bon, en fait, c'est... En fait, AVS, ça veut dire auxiliaire de vie scolaire. Et social, c'est AVS. Alors social, ça doit être en dehors du scolaire, j'imagine. Voilà. Bon, en même temps, j'ai dit ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça ne veut pas forcément dire beaucoup plus auxiliaire de vie scolaire. Donc je vais essayer un peu de développer. On va y aller mot à mot. Alors, le premier mot, auxiliaire. Auxiliaire. Alors, il faut s'imaginer un film. Dans le film, il y a un héros, généralement. Le héros, souvent, il est grand, massif, imposant, plutôt beau, genre bien coiffé, voilà, il en impose. On sent que c'est le héros. L'auxiliaire, c'est pas lui. L'auxiliaire, il est à côté. Généralement, il n'est pas très loin à côté. Et voilà, il est un peu plus petit, un peu plus maigre, un peu moins beau, et surtout moins sûr de lui. C'est un peu le faire-valoir du héros dans le film. Alors là, j'ai un petit exemple spécial pour le Festival BD de Cholet. Je ne sais pas si tout le monde voit, je vais le faire tourner là, mais est-ce que tout le monde voit? Voilà, par exemple, même si vous ne connaissez pas ces gens-là, on repère tout de suite l'auxiliaire et le héros, quoi. Donc auxiliaire, second rôle. De vie scolaire. Alors quand je dis que je suis auxiliaire de vie scolaire, au début en tout cas, les gens me disaient ah mais en fait ton boulot c'est pion. Tu fais pion dans un lycée ou dans un collège. Pas du tout. Pas du tout. Et les élèves en fait s'en aperçoivent très vite. En début d'année, je marche dans les couloirs de l'établissement et là je croise des jeunes. Alors, des jeunes pleins de vie, hein, qui combattent, qui courent, qui parlent fort, comme ça, qui sont pleins de vitalité. Et puis, donc, ils me voient, ils nous détournent un couloir, et là, ils stoppent. Ils stoppent, et ils scotchent, un petit peu comme le petit lapin là, dans les phares des voitures. Moi, avec les spots qui... ils scotchent parce qu'ils se disent « Ah, un adulte !» Et ils savent très bien qu'ils ne doivent pas courir dans les couloirs de l'établissement scolaire. Ça, on leur a appris depuis tout petit, on leur fait bien rentrer dans le train, tu ne vas pas courir. Et donc là, forcément, ils se disent, il nous a chopé en train de courir, c'est la punition, ou au moins l'engueulade. Moi, personnellement, je m'en fiche de qui court dans les couloirs, donc du coup, je continue mon chemin. Et là, ils sont scotchés parce que ils savent tout de suite que je suis pas prof. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être les fringues, le t-shirt. J'en sais rien, mais en tout cas, tout de suite, ils voient que je suis pas prof. Donc, je suis forcément surveillant.
parce que je me trouve un peu vieux quand même pour être encore au collège, donc je suis forcément surveillant. Mais non, non plus. Donc voilà, auxiliaire de vie scolaire, c'est Papillon. Alors, auxiliaire de vie scolaire, en fait, pour faire simple, c'est une personne comme moi, ici, qui s'occupe en fait d'enfants handicapés comme vous. Mon boulot, c'est d'être à côté, au jour le jour, des élèves handicapés pour leur permettre de suivre une scolarité normale. Alors moi, quand j'ai postulé pour ce boulot, j'ai eu quelques petites surprises, notamment une grosse, c'est que je me suis dit, bon ben, je vais accompagner les enfants qui vont ressembler au niveau du handicap aux adultes dont je m'occupais en vacances, en fauteuil roulant, aveugles, sourds, dégénérescence musculaire, un truc comme ça. Et donc, 4 jours avant ma première rentrée scolaire, j'appelle, je sais enfin dans quel collège je vais travailler, j'appelle le principal, enfin je tombe sur le principal du collège au téléphone, donc on discute un petit peu, et je finis par lui demander alors, les enfants dont je vais m'occuper, quel type de handicap, est-ce qu'ils sont aveugles, sourds, en fauteuil. Et là il fait ah, non, non, pas du tout monsieur, non, non, absolument pas, nous on n'a pas d'enfants comme ça dans notre collège. Première surprise. Il me fait non, non, vous allez accompagner les enfants dyslexiques. Alors, je dis rien, mais je me dis tiens, c'est bizarre, on n'a pas parlé. Donc, allez-y, hein, répondez, il n'y a pas de souci. C'est Franck, excusez-moi, c'est Franck Lepage qui disait laissez vos téléphones allumés, comme ça, quand la personne nous appelle, vous décrochez, on l'applaudit tous. Voilà. Donc n'hésitez pas à les laisser allumer, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez vous occuper d'enfants dyslexiques. Vous savez ce que c'est la dyslexie? Moi je suis là, oui, il n'y a pas de souci, je n'avais absolument jamais entendu parler, il n'y a aucun souci, pas de problème. Je raccroche, je cours sur internet, je tape dyslexie. J'ai une petite définition de l'association dyslexique, des dyslexiques internationales, qui me dit la dyslexie est un trouble d'apprentissage spécifique qui est causé par un désordre neurologique. Elle se caractérise par des difficultés au chapitre de la reconnaissance des mots, des difficultés orthographiques et de décodage. Voilà. Alors, il y a d'autres trucs, mais en gros c'est ça. Donc autant dire quand même que c'est plutôt maigre comme connaissance, mais j'y vais. Et j'y vais, donc le matin, avant le début des cours, je suis reçu par la principale adjointe, qui est assise à son bureau, et qui me fait son speech, l'école, l'accueil, tous les enfants handicapés aussi, tatati tatata, le speech maison. Et à un moment, je dis, bon ben, comment ça va se passer, quoi? Parce que moi, j'ai jamais travaillé en milieu scolaire, j'imagine que je vais être en classe avec les élèves, donc par rapport aux profs, ça va se passer comment? Elle marque un temps d'arrêt, sort une feuille qui a l'air d'être la circulaire officielle sur les AVS dans le secondaire, et me lit l'AVS restera à côté de l'élève et écrira à sa place. Okay. Alors là, j'ai fait deux trucs. J'ai fait deux trucs que j'ai compris plus tard, l'AVS ne doit jamais faire. C'est que j'ai réfléchi et j'ai ouvert ma bouche. Je lui ai dit, attendez, moi je veux bien qu'un dyslexique il ait des problèmes pour lire et pour écrire, mais enfin, il est quand même capable d'écrire un petit peu, et du coup, quand il écrit, moi je fais quoi à côté de lui? Petit silence. Elle reprend sa feuille, sa circulaire, la regarde, la repose, le regarde dans les yeux et me dit, vous posez de bonnes questions. La sonnerie retentit, vogue la galère, et c'est parti pour aller travailler avec des dyslexiques. C'était un peu problématique au début, voilà, pas mal de questions. Ouais, j'étais assis à côté d'élèves très gentils au demeurant, mais je ne savais pas trop quoi faire, quoi. Et finalement, au fur et à mesure, ce que j'ai compris, c'est que voilà, il y a la dyslexie et d'autres troubles en 10, mais que globalement, s'ils ont tous un point commun, ces élèves, c'est qu'ils mettent plus d'énergie. Ils mettent plus d'énergie à faire des choses en fait que des élèves qui ne sont pas dyslexiques font. Ils vont mettre plus de temps à écrire, plus de temps à lire, plus de temps pour essayer de comprendre et répondre à une consigne,
Et donc du coup, il crame beaucoup plus d'énergie. C'est un peu comme si, j'aime bien la métaphore sportive, c'est un peu comme s'il y avait une ligne en fait, il s'apprêtait à faire un 100 mètres, que tous les élèves étaient au même niveau, mon gamin dyslexique aussi. Seulement le gamin dyslexique, il a une espèce de ceinture avec une espèce de gros pavé de 50 kg derrière lui. Et moi en fait, mon travail, ce que j'ai compris, c'était de soulever le pavé, me mettre derrière lui, et quand il se mettait à courir derrière lui en fait. Et moi, une des questions qui est souvent revenue et dont j'ai jamais eu vraiment la réponse, c'est, je disais donc aux enseignants, à l'équipe pédagogique, oui mais s'il veut pas courir, moi je fais quoi avec mon pavé? Parce que faut bien voir que je fais pas à sa place, quoi. Je l'aide, mais je fais pas à sa place. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé des fois de rester comme ça, et le gamin ne bougeait pas. Moi, je suis arrivé, alors j'étais peut-être un peu naïf, mais je suis arrivé plein de bonnes intentions en fait. Je me faisais pas trop d'illusions sur l'école, intégratrice, tout ça, mais je me suis dit, je vais enfin pouvoir participer à l'accueil de gens un peu différents, qui sont souvent en échec scolaire. J'avais vraiment l'impression d'avoir un vrai rôle à jouer en fait. Je me disais, grâce à moi, à mon petit niveau, grâce à moi, en fait, l'école va évoluer. Moi, les établissements dans lesquels je vais travailler vont évoluer parce que je vais pouvoir leur dire oui mais ça va pas. J'allais être écouté et ça allait changer. C'était très naïf. C'était très naïf parce que finalement l'école elle s'adapte pas aux dyslexiques. Enfin, maintenant ça me paraît complètement une évidence totalement plate, mais à l'époque quand même ça arrivait assez violemment quoi. Cette réalité, c'est que l'école, c'est un cadre bien rigide, très très rigide, et que moi, j'étais là pour que l'élève rentre dans le cadre, comme les autres. Et si ça devait être un petit peu violent, c'est pas grave, et aller rentrer dans le cadre. Et, en fait, moi, j'étais là un peu comme un prestidigitateur, c'est-à-dire qu'il y avait un enfant dyslexique, donc qui avait du mal à rentrer dans le cadre, et grâce à moi, son handicap allait disparaître, petit tour de magie, là, écran de fumée, et allait mettre, comme tout le monde, le handicap aurait disparu. Alors, à propos du cadre, j'ai une autre anecdote. C'était ma première rencontre en fait avec l'égalité comme on la voit en France. C'était un autre séjour handicapé avec des adultes, mais cette fois-ci c'était vraiment très handicapé. Ils étaient en fauteuil, handicap physique très lourd, handicap mentaux aussi assez conséquent. Et ce séjour-là, on était dans un gîte, pas un gîte, mais une espèce de endroit un peu club med du pauvre, où il y avait d'autres vacanciers. Mais eux étaient des vacanciers classiques, c'est-à-dire des familles, des couples. Et voilà, on vivait tous ensemble. Et le matin, le petit déjeuner, en fait, finissait à 9h. Et nous, on arrivait toujours un peu en retard, parce que forcément, voilà, il fallait les lever du lit, les poser sur leur fauteuil, les aider à s'habiller. Des fois, il y a des petits accidents. Et donc, du coup, il fallait aussi les faire passer à la douche. Et on arrivait tout le temps en retard. Et le troisième matin, le directeur de cet endroit est planté devant l'entrée du réfectoire et nous dit « Stop, stop, le petit déjeuner c'est fini. Le petit déjeuner c'est 7h, 9h pour tout le monde et il n'y a pas moyen que je fasse une exception. » Alors moi je dis oui, peut-être essayer de faire quelque chose quand même. Non. Voilà. C'est les mêmes horaires pour tout le monde, je ne fais pas d'exception. Moi en fait, je poussais Jacques, qui était physiquement en fait celui-là qui avait l'air le plus atteint en fait. Mentalement ça fonctionnait à peu près, mais vraiment physiquement il était tout maigre, un peu tordu comme ça, vraiment l'archétype d'image qu'on se fait de l'handicapé moteur. Quoi. Et je lui disais, bon expliquez-le à Jacques alors. Le responsable s'est penché, a commencé à dire oui, vous comprenez, tatati, tatata. Jacques l'a regardé, a fait comme ça. Moi j'ai pris le fauteuil, j'ai fait le tour, on est passé et on est allé prendre le petit déjeuner. On a fait ça 2-3 jours à chaque fois. Le responsable était là, non stop, stop. Le petit déjeuner c'est jusqu'à 9h, c'est fini. Je lui disais expliquez-le à Jacques, il se penchait, puis moi je passais le fauteuil, on allait manger. Alors
Alors il voyait bien qu'au bout de quelques jours, ça n'allait pas fonctionner, quoi. Donc du coup, il a changé de tactique. Il m'a invité dans son bureau. Dans son bureau, il me dit, Pierre, on a un souci. Le petit déjeuner, c'est 7h, 9h pour tout le monde, et moi, je n'ai pas d'exception. Voilà, t'es vacancier, il n'y a aucune raison de faire une exception. Je les traite comme tout le monde, sur le même pied d'égalité. C'est 7h, 9h. Pas plus tard. Alors moi, je lui rétorque qu'il est très sympa de traiter mes vacanciers comme tout le monde, mais qu'en même temps, c'était un peu évident que c'était pas tout le monde, quoi. C'était un peu différent quand même. Et que là où nous, on pouvait vite, le matin, on pouvait vite enfiler un bermuda, des tongs et un t-shirt et partir au petit déjeuner en 5 minutes, eux, c'était un peu plus compliqué. Et là, il a eu cette phrase, dont je me souviens toujours, il m'a dit, Pierre, tu t'y prends mal. Je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, chouette, on va passer un super séjour. Lui, il me plaît. Il dit, tu t'y prends mal, Pierre. C'est simple. Si tu veux qu'il soit au petit déjeuner avant 9h, tu les lèves à 7h. Arrêtons-nous 5 minutes. Sur cette phrase, tu les réveilles à 7h. Vous êtes travailleur handicapé. Vous travaillez en CAT pour une misère. Dans un job qui souvent, pas vraiment l'éclate, quoi. C'est le conditionnement, tout ça, c'est pas très épanouissant. Donc en gros, vous faites chier. Vous travaillez 1 an, 2 ans. Vous économisez et économisez. Vous privez donc pour aller en vacances. Ça y est, le jour J arrive, vous êtes en vacances. Vous vous dites, chouette, je vais m'éclater. Eh ben non. Tu vas te lever à la même heure que quand tu bosses. Et c'est comme ça. Parce qu'il y a le même cadre pour tout le monde. Là aussi, à cette époque-là, j'étais sûrement naïf, mais je me disais, l'égalité, c'est quoi? L'égalité, c'est que tu es en vacances, tu as le droit de kiffer comme tout le monde, tu as le droit de t'amuser comme tout le monde. Et s'il faut aménager un petit peu, dans les limites du raisonnable, on aménage. Non, pas du tout. L'égalité, ici, en France, c'est, il y a un cadre, petit déjeuner 7h, 9h, et tout le monde rentre dans le cadre. Et si pour ça, il faut se lever à 7h du matin, c'est pas grave. On pousse. Hein. On pousse ce qui dépasse du cadre. Et voilà. Et mon boulot d'AVS, c'est ça en fait. C'est, je suis derrière l'élève et je le pousse pour qu'il rentre dans le cadre. Alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que je suis quand même pas totalement tout seul dans cette mission. C'est un peu comme Batman. Batman, il est très fort, mais Batman, il a sa super voiture, il a son super vaisseau là, ses armes, sa cave, son majordome. Je veux dire, il est équipé. Eh bien, l'AVS aussi est équipé. L'AVS, il a ce que l'Éducation nationale appelle les aménagements. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les aménagements, c'est ce qui va aider l'AVS à faire disparaître le handicap. Voilà. C'est ce qui va mener dans mon tour de prestidigitation de magie. Je vous donne un petit exemple. Votre enfant dyslexique a du mal à lire ce texte qui est écrit tout petit, dans une police illisible, avec des lignes toutes serrées. C'est pas grave, on va aménager le texte. On va prendre une police plus lisible. On va agrandir la taille des lettres, espacer les lignes, faire respirer les mots. Bon, alors c'est sûr, le texte, il va être un poil plus long. Un peu plus long. Voilà. Pour le même texte, l'enfant aura un peu plus de feuilles. Et pour les enfants dyslexiques qui ont du mal à gérer leur classeur, c'est plutôt la galère. Surtout qu'en plus, généralement, et franchement on ne veut pas lui donner tort, il a envie, l'enfant dyslexique, de ne pas être différent de ses camarades. En plus de ses 7-8 feuilles, il va prendre la feuille normale pour faire comme tout le monde. Donc là où un enfant normal a une feuille, lui il en a 9 dans son classeur. Mais c'est pas grave, parce que maintenant le texte est aménagé, donc sa dyslexie a disparu. Alors il y en a un autre que j'aime bien aussi, c'est pour les conjugaisons.
S'il a du mal à conjuguer, on va lui donner ce tableau. Je sais pas, vous voyez tous, c'est bon. Par exemple, pour le futur, c'est facile, le futur, c'est l'infinitif plus les terminaisons du futur. Génial. Donc par exemple, le verbe être au futur, je, être et, tu, être à, il, être à, nous, être on. Et ça, c'est véridique hein, comme exemple. Hein. C'est du vécu. Mais là aussi, c'est pas très grave parce que voilà, écran de fumée, le handicap a disparu, c'est génial. C'est absolument génial. Et juste un dernier aménagement, avant de passer à autre chose, c'est mon préféré celui-là. C'est le tiers-temps. C'est le tiers-temps, ça veut dire que pour une même épreuve, comme on s'est aperçu qu'il lit plus lentement, donc il comprend plus lentement, eh ben, on s'est dit, on avait deux solutions. On pouvait soit raccourcir les énoncés, enlever des questions, raccourcir le texte, mais là, attention, hein, il n'a plus le même énoncé que son camarade de classe, donc du coup, il n'est plus dans le cadre. Donc ça va pas, c'est pas bon. Donc à la place, on s'est dit, on va lui donner plus de temps pour faire l'exercice. Donc, si je résume bien, on a les enfants qui fatiguent plus vite, on les fait travailler plus longtemps. Génial, voilà. Donc, mais c'est pas grave, encore une fois, enfin voilà, il va souffrir, mais c'est pas grave, il est rentré dans le cadre. Ce fameux cadre. Donc voilà, ma mission, c'est de faire la présentation, faire un écran de fumée. Alors, je fais l'écran de fumée par rapport à l'extérieur. Vous inquiétez pas, parents d'enfants dyslexiques, vous inquiétez pas, l'AVS est là, donc tout va bien se passer. En plus, il y a des aménagements. Mais ce que j'ai découvert, c'est que je fais l'écran de fumée par rapport à l'intérieur aussi, par rapport aux professeurs. Parce que les professeurs, ce que je me suis aperçu, c'est que globalement, les professeurs, ils sont sympas. Il y a quand même quelques cons, mais quand même, globalement, ils sont sympas. Alors, j'ai fait 2 collèges et un lycée, hein, donc c'est pas une étude sociologique sur toute la France. J'ai juste fait 2 collèges et un lycée en banlieue parisienne. Mais globalement, ils sont sympas. Et ils ont envie de faire réussir leurs élèves. Et ils voient bien quand même que les enfants dyslexiques ont des soucis. Donc moi, je les imagine bien, voilà, ils sont couchés comme ça. Est-ce que j'ai bien travaillé aujourd'hui? Mais ces pauvres élèves dyslexiques qui sont de ma classe, est-ce qu'ils suivent? Ça se trouve, je les décroche. Je ne réponds pas à la mission que je m'étais fixée, c'est une catastrophe. Ah non. Mais non, tout va bien. Il y a l'AVS. Donc c'est génial. Et là, il y a son conjoint ou sa conjointe qui est aussi prof, parce que généralement ils se marient entre eux, et qui lui fait « Mais en plus, chérie, t'as les aménagements. » Ah oui, c'est vrai. Tout va bien. Tout va pour le mieux, c'est génial. Une année, je travaillais dans un collège où on avait une unité en fait, où il y avait, c'était 6 dyslexiques, 6 enfants dyslexiques qui étaient réunis en fait pour, voilà. En fait, avant on appelait ça une UPI, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une classe spécialisée au sein d'un collège et on les dispatchait de temps en temps dans des classes classiques. Et là maintenant ça s'appelle une ULIS, c'est-à-dire qu'ils sont dans les classes classiques et de temps en temps on les remet ensemble. Et cette année-là, on a eu la bonne idée de tous les mettre dans la même classe. 6 dyslexiques en 6e dans la même classe, et avec un seul AVS, moi. Voilà, ils s'imaginaient que tout allait bien se passer, j'allais pouvoir les aider en même temps, et que voilà, j'allais encore régler les problèmes, leurs problèmes. Et quand je disais aux profs, mais quand même c'est un peu compliqué, 6 dans la même classe, ils me disaient mais comment tu faisais avant, pour être dans des classes différentes, tu pouvais pas tous les aider, là au moins tu es là, tu les aides tous. Alors je leur expliquais que oui, mais alors, je jonglais, par exemple, quand il y en avait un qui était en sport, bon en sport, la dyslexie, c'est pas un problème, donc du coup, j'allais aider l'autre, qui était en français, et ainsi de suite. Là, 6 dans la même classe, je m'éparpille, c'est pas possible. Et je sentais que ça les gênait vraiment, vraiment très fort, parce que là, je perçais le voile, quoi. Je perçais l'écran de fumée, donc ça les mettait mal à l'aise, quoi. Et je sais que ça les mettait mal à l'aise, parce que souvent, quand ils sentaient que j'avais raison, à la fin, il faisait passer le message, donc toujours très gentiment, il faisait passer le message que de toute façon, je n'étais pas prof, donc je ne pouvais pas comprendre comment fonctionnaient les classes. Voilà, c'était très sympa. En plus, moi, j'insistais pas, mais je n'osais pas leur dire que eux, en fait, ils n'avaient pas trop l'occasion d'assister à des cours, à part les leurs, alors que moi, quand même, au bout de 4 ans, j'avais navigué entre plein de classes, donc j'avais quand même une idée comment on pouvait faire cours. Mais j'insistais pas, quoi. Et juste pour finir cette anecdote, on a demandé une formation cette année-là. On a eu une prof spécialisée qui est venue, qui s'occupait en fait de ce genre d'unité depuis
petite dizaine d'années, et donc ils commencent à nous dire oui, alors il faut s'en occuper comme ci, il faut s'en occuper comme ça, et les profs qui grattent. Il n'y a rien de tel qu'un prof qui gratte, ça ressemble trop à un élève, c'est juste impressionnant, ils ont leur petite trousse, leur petite règle, puis ils disent, ah, génial, il gratte, il tire des traits comme ça, c'est génial. Et donc, à un moment, je ne sais plus comment, mais à un moment, elle comprend qu'ils sont 6 dans la même classe. Et là, je vois que ça la gêne, quoi. Mais en même temps, elle n'ose pas trop le dire, quoi. Donc elle dit, ah oui, 6 dans la même classe, quand même. Et puis moi, donc, je mets bien l'exemple là, mais je fais, vous trouvez pas quand même que c'est pas terrible, 6 dans la même classe? Et là, elle fait, bah oui, quand même. C'est un peu nul, c'est un peu compliqué, quoi. Et là, tous les profs qui notent, c'est un peu compliqué, tout ça. Et je crois que le meilleur, c'est le proviseur adjoint qui, quand j'étais venu me plaindre, m'avait dit, Monsieur Muraté, c'est un luxe de les avoir tous dans la même classe. Parce que, quand je fais une réunion de l'équipe pédagogique, eh bien, je n'ai que l'équipe de pédagogique de cette classe à réunir. Donc, un gain de temps. Génial. Et là, donc, c'est moi qui est venu en parler, c'est ce qu'il répondait. Et là, donc, quand cette prof a dit que c'était comme n'importe quoi, ils avaient mis tous dans la même classe, il a eu cette phrase, il a fait « Il y a des avantages et des inconvénients à tous les avoir dans la même classe ». Donc je rentre en salle des profs pour la formation, alors tout le monde devait voir que j'avais un grand sourire quand même, genre vous avez vu que j'avais raison. Et donc les profs m'en reparlent, et il y a cette prof qui a cette phrase quand même assez fantastique qui me dit « C'est quand même dommage que tu n'aies pas une position qui fasse qu'on t'écoute. » Et tiens, pour ça. Donc, là je me suis dit Pierre, on touche quelque chose de vraiment douloureux, parce que en fait un prof, moi ce que j'ai pu voir avec eux, c'est qu'un prof, c'est quelqu'un qui globalement a une scolarité qui a plutôt bien marché, voire très bien marché. Donc déjà, le cadre pour eux, tranquille, c'est un peu comme un coussin, comme ça. Ça a bien marché au collège, ça a bien marché au lycée. Bon, après, ils ont continué à la fac, ça marchait tellement bien qu'ils se sont dit, putain, c'est dommage, je vais quitter ce cadre, je vais faire prof, hop, comme ça, je passe de l'autre côté, mais je reste quand même dans ce petit coussin, comme ça. Et là, il y a cette AVS qui arrive et qui me titille, genre, attends, c'est peut-être pas si terrible que ça, quoi. Donc je comprends, c'est plus les énerver. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que, même parce qu'ils finissent quand même par se rendre compte des trucs qui ne fonctionnent pas, quoi. Ils finissent par se rendre compte, et même dans ces moments-là, alors là je fais une généralité, hein, mais c'est globalement ce que j'ai pu remarquer, c'est que même dans ces moments-là, ils ne savent pas quoi faire en fait. Parce que, je crois que c'est Einstein qui disait, on ne peut pas résoudre un problème en réfléchissant de la manière qui a amené le problème. Et du coup, tous ces profs, ils avaient tellement appris à réfléchir dans ce cadre d'éducation nationale, que même quand ils voyaient que ça ne marchait pas, n'arrivaient pas à faire autrement. En plus, souvent, en région parisienne, dans les collèges, c'est des jeunes profs qui débarquent, qui ne restent pas longtemps. Donc du coup, ils n'ont même pas de l'expérience pour essayer de voir comment faire autrement. Du coup, c'était un peu déprimant quand même. C'était un petit peu déprimant. Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ou est-ce qu'on va droit dans le mur? Et au moment où je me posais ces questions-là, j'ai eu une petite lueur d'espoir en allant au cours de sport. Parce que tant que les élèves dont je m'occupais n'étaient pas dans la même classe, les cours de sport, c'était plutôt encore que je zappais. Mais à partir du moment où ils étaient tous dans la même classe, je suivais tous les cours de cette classe. Donc je suis allé en sport avec eux. Pour dire qu'en sport, comme je vous ai dit, je ne servais absolument à rien. Donc j'étais sur le côté comme ça et je les regardais faire du sport. Mais moi, ce qui m'a plu dans le cours de sport, c'est que j'ai eu l'impression que par rapport à ce problème, donc de cadre un peu défaillant, les profs de sport, eux, ils avaient réfléchi. Ils avaient réfléchi parce que, moi je me souviens quand j'étais au lycée, est-ce qu'il y a des profs de sport dans la salle déjà? Non, c'est bon? On peut faire des blagues? Ok, c'est bon. Oui, ça, je sais, on m'a prévenu. Donc les profs de sport, ils ont réfléchi. Et ils se sont dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi à l'époque, par exemple pour le 1500 mètres, le jour de l'épreuve, on s'entraînait avant, mais on courait, et il y avait une grille en fait de notation où un temps de course correspondait à une note. Et les profs de sport se sont dit, c'est pas très juste ça quand même, parce qu'on n'est pas tout devant le sport. Et donc du coup,
là, ce que j'ai découvert en accompagnant mes élèves dyslexiques en sport, c'est que maintenant, en fait, c'est un peu différent. C'est-à-dire que sur une épreuve de course, par exemple, ils les font courir au début de cycle, ils prennent le temps et ils travaillent à partir de là, en fait. Voilà, une espèce de contrat avec l'élève. Genre, tu es capable de faire ça, donc toute l'année, enfin en tout cas tout le temps du cycle, on va essayer de te faire courir avec ce temps, et on va essayer de t'améliorer. Et finalement, en fait, la note part en fait du respect du contrat. Alors la performance, rentre en ligne de compte, mais moins en tout cas, beaucoup moins. Et moi, je me suis mis à rêver. Je me suis dit, et si on faisait ça pour toutes les matières? Parce que finalement, pourquoi on ne pourrait pas faire ça pour toutes les matières, quoi? Genre, on regarde ce qu'est capable de faire là, c'est la utopie pure, là, je sens. Voilà, mais je suis un rêveur. Et je me dis, finalement, on pourrait partir de ce que fait l'élève, et puis voilà, essayer de voir son niveau. Donc, t'as en maths, bon, pas terrible. Bon, on va essayer de partir de là, puis t'emmener un peu plus haut. Puis celui-là qui est un peu meilleur, voilà, on essaie de monter un peu plus haut. Parce qu'à ce moment-là, un truc comme la dyslexie, finalement, c'est plus un handicap. Puisque voilà, l'enfant dyslexique, bon, ben, il y a des problèmes sur l'écrit, sur la lecture, bon, on va le faire travailler sur d'autres domaines, en fait, d'une façon différente. Alors, excusez-moi, je tourne ma page. Alors, je sais que ça se fait. Ça se fait puisque, voilà, je vais pas trop développer le truc parce que j'imagine que vous en savez plus que moi, mais je sais que ça se fait. Il y a des pédagogies alternatives, Freinet, Montessori. Il y a des exemples sur Paris, il y a le lycée autogéré. Il y a des choses comme ça. Mais moi, ce qui me dérange avec ces trucs-là, c'est que c'est toujours à côté, en fait. À côté de l'éducation nationale, donc à côté de l'école qui concerne le plus grand nombre. Et moi, ce que je me disais, c'est que, voilà, et les autres finalement, parce que la petite minorité qui en profite, tant mieux, ça fait généralement des enfants quand même plutôt épanouis, qui savent se débrouiller, mais les autres en fait, qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Est-ce qu'on est obligé, voilà, de rentrer dans le moule et puis subir, quoi, finalement subir sans savoir quoi faire? Excusez-moi, j'ai le corps de sèche. Alors, par rapport à ça, en fait, j'ai repensé, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai repensé à mon père, en fait. Parce que je suis fils de prof. Mon père était prof, il est à la retraite. Mon père était prof, et d'ailleurs, c'était un traumatisme quand j'étais gamin, parce que, encore maintenant d'ailleurs, mais plus spécialement quand j'étais gamin, je ne savais pas de quoi il était prof. C'était une catastrophe. Je savais que c'était à la fac, donc quand on a 12-13 ans, la fac, c'est une espèce de truc super lointain. Je savais que ça avait un rapport avec les sciences, mais pas plus. Et donc, en chaque début d'année, quand les professeurs me demandaient de remplir la fameuse petite fiche, nom, prénom, profession de la mère, profession du père, la mère, je mettais médecin, facile, tout le monde sait ce que c'est. Et père, un peu désespéré, je mettais professeur. Et à chaque fois, j'avais droit à Muraté, votre père, il est prof. Mais prof de quoi? Comment dire, prof de sciences? Non, prof de sciences, ça n'existe pas. Il fait des maths? Non, pas vraiment. La physique? Oui. Les profs au lycée? Non. Tout ça, je me tapais la honte à chaque fois, genre, Pierre, il connaît pas la profession de son papa. Alors du coup, je rentrais chez moi, je disais, mais t'es prof de quoi? Alors il m'expliquait génie chimique, machin truc, les molécules, les frottements, je comprenais rien, je disais, d'accord. Et le lendemain, je revenais, profession du père, professeur, Pierre Muraté, professeur de quoi? Donc voilà, c'était tout un traumatisme, je tenais à partager avec vous. Vraiment, voilà, profession du père. Mais par contre, moi ce qui m'impressionnait, c'était voilà, la capacité qu'il avait des fois à répondre à des questions. Et par exemple, une fois je suis arrivé comme ça, je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Je ne sais plus pourquoi, et je lui fais, papa, à quelle vitesse doit voler un avion pour que partant de Paris,
il arrive à New York à la même heure, compte tenu du décalage horaire. Alors, maintenant, j'imagine que ça ne va pas être super compliqué comme question. Je ne l'ai pas résolu, mais à l'époque, quand même, c'était waouh, c'était mystique. Quoi. Il me regarde, et il me fait très intéressant comme question. Il prend une feuille, il prend un stylo, il commence à tracer la Terre, comme ça, les fuseaux horaires, le petit avion qui vole, tac, 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 et bam, il me donne la réponse. Et là, je suis sur le cul. Je suis juste sur le cul, quoi. Je trouve ça absolument magique. Parce que jusqu'à présent, pour moi, finalement, voilà, le savoir, c'était l'école, je le vivais comme quelque chose genre rabâché, pas du tout quelque chose de merveilleux, quoi. Et là, il venait de me montrer que finalement, avec quelque chose qu'on peut ressentir comme une contrainte, on peut arriver à se l'approprier et faire quelque chose vraiment d'étonnant. Et là, je me suis rendu compte que c'était plus un prof, c'était limite un artiste. Parce que voilà, il était capable de prendre ces petits outils-là qu'il avait appris et de un peu remodeler le réel comme il voulait. Et finalement, je vais peut-être pas finir, mais en tout cas ouvrir la réflexion là-dessus, parce que je n'ai pas de réponse définitive en fait. Mais finalement, je me dis, et si c'était pas ça le truc en fait? Parce que je suis bien d'accord qu'une personne tout seul, bon, il ne peut pas changer, grand-chose. Moi, je crois à l'action collective, c'est clair. Mais l'action syndicale, l'action politique, j'y crois vraiment. Mais je me dis que si avant, dans l'action en groupe, il n'y a pas une réflexion personnelle, en fait, ou un déclic, ou quelque chose au niveau personnel, bah, finalement, on échange un cadre pour un autre, et ça ne change pas grand-chose, en fait. Et c'est peut-être ça, moi, de mon expérience, encore une fois, c'est pas du tout une analyse sociologique sur la France entière, mais c'est peut-être ça, moi, ce qui m'a déçu auprès des profs que j'ai rencontrés, c'est qu'il y en a très peu qui utilisaient leur marge de liberté, en fait. Alors, c'est peut-être parce qu'ils étaient jeunes, peut-être sur plein de raisons, mais très très peu leur marge de liberté, parce que faut voir un truc, c'est que s'il y a beaucoup de profs, ça prend rien, quoi. C'est que dans la classe, quand même, la marge de liberté, il a, quoi. Et je me souviens d'un prof, ça, je m'en souviendrai longtemps, quoi. Je me souviens d'un prof de français qui s'appelait Monsieur R, qui était prof de français d'une classe, donc c'était une 4e, dans laquelle il y avait un gamin dont je m'occupais. Donc j'assistais au cours de cette classe. Cette classe, ils étaient juste... Enfin, je les adorais. Ils étaient vraiment juste super gentils avec moi, super drôles. Mais si j'avais été prof, je pense que j'aurais ramené une arme en classe, je n'aurais tué 2 ou 3, et j'aurais retourné l'arme contre moi, histoire de traumatiser le reste de la classe pour le reste de leur jour. Ils étaient juste insupportables. Mais pas 1, pas 2, pas 5. Sur 25 élèves, il y en avait 15, entre 15 et 20 qui étaient juste insupportables. C'était un bordel sans nom, quoi, sans nom. Et je me souviens d'un cours où c'était n'importe quoi. Il y en avait qui jouaient avec leur téléphone, là c'est juste leur téléphone. Il y en a qui s'envoyaient des stylos. Il y en avait même au fond de la classe, en fait, qui faisaient la chenille. En fait, ils étaient à 4 pattes et puis ils se tenaient comme ça. Ils faisaient la chenille véridique. C'était juste n'importe quoi. Et puis moi, je ne sais pas trop intervenir parce que c'est le prof quand même qui est censé tenir la classe. Si j'arrive comme ça et que je commence à faire l'autorité à la place du prof, c'était pas terrible, quoi, pour lui. Donc j'étais un peu gêné, quoi. Il faut dire aussi que j'étais gêné parce qu'il y avait la chenille au fond de la classe, j'avais quand même envie de rigoler. Mais c'était pas super cool pour le prof. Et ce jour-là, ça va être spécialement boxant parce qu'il y a un collègue donc de ce prof-là qui ouvre la porte comme ça, qui fait « C'est pas bientôt fini ce bordel !» Mais pour qu'un prof, donc voilà, rentre, crie sur les élèves en lançant le message implicite « Votre prof est trop nul pour tenir la classe, je viens le faire à sa place », pour qu'il fasse ça, qu'il désavoue son collègue comme ça, c'est que ça devait être vraiment l'apocalypse, quoi. Donc là, les élèves scotchent, pas trop parce qu'ils sont impressionnés, parce qu'ils disent c'est quoi ce prof, ils rentrent comme ça, ils comprennent pas, quoi. Et donc le prof qui vient de rentrer profite de l'instant de silence et dit de toute façon, je vous connais, vous êtes la pire classe de ce collège. Et là, il y a une clameur qui monte, genre ouais, on est les pires, c'est trop cool, et t'as vu Pierre, on est les pires, c'est génial. Pour une fois que c'était premier quelque part, ces classes, ça leur faisait plaisir, parce que bien sûr, ils n'étaient pas bêtes.
C'était pas bête, mais scolairement, c'était très nul. Mais vraiment très très nul. Tellement nul que l'élève dyslexique dont je m'occupais avait 10 de moyenne, sans trop bosser. Et pour dire qu'ils étaient pas bêtes, c'est qu'il y en avait un qui me disait, attends Pierre, je comprends pas, moi j'ai 6 de moyenne, tu t'occupes pas de moi, et lui il a 10 et tu t'en occupes. C'est pas normal. Voilà. Et donc Monsieur R était prof de français de cette classe. Alors, je caricature un petit peu, mais le français quand même, c'est une matière où j'avais vraiment du mal. Voilà. Peut-être pas une langue étrangère, faut pas exagérer, quoi, mais vraiment, c'était vraiment très compliqué, quoi. Et Monsieur R, il n'était pas du tout démago. Il n'était pas genre, ouais, je suis en banlieue, je vais leur faire étudier le rap c'est bien, il y a du rap conscient, genre, je vais leur faire écouter la rumeur, on va étudier les textes, en plus ça marche pas. C'est clair, j'ai vu un prof de musique qui a essayé, ça ne marche absolument pas, les gamins ils sont foutes. Du rap avec des textes, tout ça, ils n'en ont rien à faire. Donc du coup, mais il n'était pas dans ce genre de truc. Il disait, moi, je leur fais du français. Et un jour, j'arrive en cours, avec donc l'élève dont je m'occupais, et il distribue un texte, et c'était Vera de Villiers de l'Isle-Adam. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon. C'est donc un texte, je vous donne un petit morceau, c'était pas simple, quoi. Donc déjà, je vois le texte, je le lis un peu en diagonale, comme ça je fais plutôt courageux. Donc la classe s'installe, et il leur lit le texte. Pour un peu les captiver, il leur lit le texte. Donc en gros, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, c'est le conte, un conte d'Atoll, qui est très triste. Apparemment, il est en deuil, parce que sa femme vient de mourir. Alors, excusez-moi, je lis pas super bien. Alors, c'était la tombée d'un soir d'automne en ces dernières années à Paris. Vers les sombres faubourgs Saint-Germain, des voitures, allumées déjà, roulaient attardées après l'heure du bois. L'une d'elles s'arrêta devant le portail d'un vaste hôtel seigneurial, entouré de jardins séculaires. Le cintre était surmonté de l'écusson de pierre aux armes de l'antique famille des comtes d'Atoll. Il rentre, le gars descend de sa calèche, les lourds battants s'écartèrent. Un homme de 30-35 ans, en deuil, au visage mortellement pâle, descendit. Sur le perron, de taciturnes serviteurs élevaient des flambeaux. Sans les voir, il gravit les marches et entra, c'était le comte d'Atoll. Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où le matin même, il avait couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes, en des flots de batiste, sa dame de volupté, sa pâlissante épousée, Vera son désespoir. Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille. Alors c'est là que ça devient intéressant. La mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s'était évanouie en des joies si profondes, s'était perdue de si exquises étreintes, que son cœur, brisé de délices, avait défailli. Ses lèvres s'étaient brusquement mouillées d'un pourpre mortel. Il leur fit un texte où quand même, Nana, elle est morte parce qu'elle a trop fait l'amour, quoi. Alors bien sûr, les élèves qui comprennent rien. Et moi, je vois ça, je suis là, ça va être intéressant aujourd'hui. Et donc, bon, les élèves, comme je vous dis, ils comprennent rien. Alors il part à la pêche. Alors qui c'est qui a compris quelque chose? Alors au début c'est n'importe quoi, ouais, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Et puis il encourage quand même, il dit oui, vas-y, essaye, t'es pas loin, même si c'est pas grave, t'es pas loin, tout ça, alors il essaye. Esquisse, c'est un verbe, excusez-moi madame, non, c'est pas ça. Et puis finalement il y en a un qui tombe sur un truc, un peu par hasard, ou peut-être il est meilleur en français que les autres, donc du coup là, oui, c'est ça, vas-y, voir, comme ça. Et puis il était très fort aussi pour passer d'un registre de langue à l'autre en fait. Voilà. Il devait se tenir au courant de l'argot des plus jeunes, en fait, des collégiens, donc il était capable de parler comme eux, et puis voilà, après il pouvait aller jusqu'à un langage très soutenu. Il leur dit d'ailleurs que c'était pas grave, comme ils parlaient entre eux, mais que peut-être, plus tard, quand ils allaient chercher du boulot, ce serait intéressant de savoir parler autrement. Et donc du coup, il passe d'un registre à l'autre, simplifie quelques phrases, voilà, un petit peu comme ça, et puis au bout d'un moment, il y en a un peu plus malin que les autres, ou un peu plus attentif, qui, ça y est,
commence à comprendre de quoi il en retourne. Mais comme il est plus malin que les autres, il fait « Oh non, 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 c'est pas ça, c'est pas possible. On fait pas ça en cours de français, c'est absolument impossible. » Il dit « C'est un piège et je vais tomber dedans. » Donc il dit rien. Donc ça continue. Puis quand même, il me fait « Mais si, c'est peut-être ça. » Puis il se retourne vers moi. Moi je dis rien, je suis là, non, je sais rien. Donc il bouge un petit peu sur la chaise comme ça, genre « Ah non, j'en suis pas. » Il lève un petit peu le doigt comme ça. Mais non, non, je vais me faire vanner parce qu'en plus, Monsieur R, c'était le roi de la vanne. Donc là, il n'osait pas trop comme ça. Puis donc il y a son voisin qui lui a toujours répondu, il fait « Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'il a bien vu qu'il se passe un truc, quoi. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Mais rien, rien, c'est bon, t'inquiète pas, rien, rien, c'est bon. » Et puis voilà, puis il avance comme ça, et ça crée un truc, et il y en a qui... Les élèves commencent à comprendre de plus en plus, et là ils ne tiennent plus, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ils me regardent toujours, je suis là, rien, non, rien. Et les derniers qui n'ont toujours pas compris, voyaient bien qu'il se passe quelque chose quand même. Donc ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis, non, non, mais rien, c'est bon, c'est bon. Donc du coup ils se penchent dans le texte, parce qu'ils disent, oh, si je fais semblant de chercher, c'est bon, il va me le dire, c'est obligé, parce qu'ils ont compris, enfin, ah ouais, non, c'est bon, ils ont compris ça, il faut faire semblant. Voilà, ils essayent, et puis voilà, ils continuent à simplifier des phrases, à partir... à soutenir les bonnes remarques. Et puis au bout d'un moment, ça y est, la classe a compris de quoi il en retourne. Et là, c'est une espèce d'explosion, tout le monde est mort de rire, mais c'est genre, ah t'as vu Pierre, c'est un fou ce prof et tout. Et il y a rien qui sont inquiets, quoi. C'est possible, monsieur? Vous allez voir ça avec votre prof de SVT. Et donc voilà, il y a une espèce d'attrait, alors il laisse un petit peu là, comme ça, là, pendant 5 minutes, il crie un bon coup, et tout le monde se calme. Il fait 1m90 en fait, 100 kg de muscles, et en plus il a fait du théâtre. Alors, j'ai connu des profs qui avaient un autre gabarit, qui se faisaient autant respecter, mais disons que ça aide. Et donc du coup, il crie un bon coup, ça calme tout le monde, et il peut continuer à expliquer le texte. Et moi, j'en fais pas un super-héros de ce prof, hein. Je veux dire, c'est clair qu'il n'a pas transformé cette classe en fan de littérature du 19e siècle ou quoi que ce soit. J'en fais absolument pas un surhomme, quoi. Et je dis pas qu'il faut... Mais ce que je remarque, c'est que, est-ce que c'est un hasard? C'est que ce prof-là, en fait, il avait beau être relativement jeune, il avait vécu avant, en fait. Il avait fait infirmier psy avant de devenir prof, et son premier boulot de prof, je ne sais même pas s'il avait son diplôme à ce moment-là, c'est qu'il s'occupait de primo-arrivants. C'est-à-dire c'était des enfants d'ouvriers... d'ouvriers viticoles, donc ils venaient de pays de l'Est ou du Maghreb, et donc voilà, il leur faisait rêver le français. Et je pense en fait que toute cette vie avant de passer le concours, avant de devenir prof, ça avait donné une capacité peut-être à voilà, être un petit peu capable, un peu plus capable que la moyenne des profs que j'ai rencontrés, de questionner le cadre, de s'en extraire, voilà, avoir peut-être un comportement ce que j'appelle un peu plus artiste. Et artiste, c'est pas forcément au sens comme ici de faire des bandes dessinées ou écrire ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'entends par artiste, c'est finalement essayer de sortir dans sa vie de tous les jours du conformisme, finalement, de la norme. Avoir un comportement peut-être un peu décalé, c'est pas facile, hein. Je sais bien que c'est pas facile. Voilà, encore une fois, je suis là, genre ouais, on va être artiste, tout décalé. Je dis pas que c'est facile. Moi, par exemple, en tant qu'AVS, j'ai toujours pensé que les résultats scolaires, finalement, des élèves dont je m'occupe, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout complètement. Pourquoi? Parce que le premier truc important, c'est que ces enfants à qui on connaît des étiquettes d'handicapés, mais ils ont surtout besoin, voilà, de respirer, de s'épanouir, rencontrer des gens, des camarades de classe, rigoler, et que après, voilà, s'émerveiller un petit peu de leur vie, c'est pas toujours facile, et qu'après, s'ils ont envie, ils bosseront, quoi. Et ça, quand on est juste AVS en bas de l'échelle, tenir ça comme discours à l'équipe pédagogique, c'est pas tout le temps facile quand on passe un petit peu pour un fumiste qui veut pas bosser en fait. Donc tu veux pas bosser, Pierre. Voilà, c'est ce qu'on me disait, on me dit ça, c'est n'importe quoi, et il travaille, patati, patata. Et je pense que, je dis pas qu'il faut tout jeter, je dis juste qu'à un moment, il faut essayer voilà, de rechercher l'espèce d'altérité. Et voilà, je crois que je sais pas. Et c'est finalement là-dessus, moi, voilà, c'est finalement là-dessus moi que j'aimerais finir, c'est que j'ai pas de réponse, j'ai pas de recette. Je pense que si j'avais été prof à la place de ces profs, des fois j'ai pas tout compris à comment ils faisaient, je pense que j'aurais pas fait mieux en fait. J'imagine. J'aurais peut-être essayé de faire différemment, mais je me serais pris sûrement beaucoup de claques comme eux. Mais en tout cas, moi,
les profs, en tout cas, qui m'ont donné de l'espoir, c'est des profs qui avaient toujours essayé, voilà, qui avaient un côté un petit peu artiste. Et je me dis que c'est peut-être ça qu'il faudrait faire, là, j'étends ça en dehors du cadre scolaire, c'est peut-être, avant de réfléchir à l'action collective, c'est peut-être essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire soi, déjà, pour soi, et par rapport à ce qu'il y a autour de nous. Moi, pour cette conférence, j'ai lu quelques bouquins, alors c'est pareil, hein. Vous en savez sûrement plus que moi, mais j'ai lu quelques bouquins, et ce que je remarque, c'est que je remarque que finalement, à chaque fois, souvent quand il se passe des choses, un petit peu, voilà, que ça bouge dans le cadre de l'école, c'est rarement des syndicats, des partis politiques. Ça part toujours d'une personne, une ou plusieurs, quelques personnes, voilà, qui ont décidé de faire différemment, qui généralement au début s'en prennent plein la gueule, mais qui après réussissent à créer quelque chose, voilà, donnent l'espoir aux gens, les font réfléchir de façon différente, et ça peut déboucher sur des choses parfois importantes. Voilà, je vous remercie.